Bien, bonsoir à tous. Il est 8 heures, je vous propose qu'on ouvre cette séance du conseil municipal. Je voulais d'abord saluer la présence de Anne Burgalière, qui a le droit de se lever, pour que vous puissiez l'identifier. Donc Anne est notre manager de centre-ville, qui est arrivée il y a une bonne semaine maintenant, 15 jours. Donc elle a déjà commencé à prendre la température de la ville, du terrain. C'est pas fini et on va la laisser poursuivre cette imprégnation et le recueil d'informations sur lequel elle est engagée. Vous verrez d'ailleurs dans l'ordre du jour de notre conseil municipal qu'il y a déjà des sujets sur lesquels elle a donné. Donc ce sont les premiers apports de son arrivée dans la commune et je ne doute pas qu'il y en aura d'autres dans les semaines et mois à venir. Voilà, merci. J'ai quelques procurations pour ce soir. Une procuration de Bernard Xel à Daniel Gauthier, une procuration de Daniel Mianet à moi, une procuration d'Isabelle Chambérosset à Florence Carpetta et de Inès Souissy à Noirkismoun. Dans les éléments de l'ordre du jour, on va d'abord désigner des secrétaires de séance. Qui est secrétaire de séance? Damien de Ségly et Philippe Nivelle. Très bien. Voilà, vous êtes en face l'un de l'autre, vous entendrez la même chose sans doute. Dans notre ordre du jour, le premier point, c'est l'approbation des PV, justement. Alors, on vous a communiqué sur la base des différents échanges que nous avons eus lors de notre dernière séance plénière, et d'ailleurs en prévision des éléments du règlement intérieur qui seront appelés dans un instant de notre ordre du jour. Il y a donc l'approbation de ces deux PV. On va les faire dans l'ordre, si vous voulez bien. Tout d'abord, celui du 15 mars, qui a été amendé sur la base de ce que nous avions dit. Est-ce qu'il y a des remarques complémentaires? Philippe, oui. Il fait vraiment bon ce soir dans cette salle, ça fait plaisir. Voilà, ça se passe bien. Ayant été excusé et représenté lors des conseils municipaux du 15 et du 29 mars, sur des conseils sur lesquels je n'étais pas présent, je ne prendrai pas part au vote pour l'approbation d'un procès-verbal sur lequel je n'étais pas présent. Très bien, Daniel. Oui, donc on a reçu ce matin, ou en fin de matinée, le procès-verbal du 15. Comme le secrétaire n'est pas là, donc on demande que ce soit reporté. Vas-y, Daniel. Oui, comme on vient de recevoir le compte-rendu du procès-verbal du 15, on demande que ce soit reporté, d'autant plus que le secrétaire n'a pas eu le temps de voir non plus les modifications qui ont été apportées. Moi, j'en ai rien à faire qu'on reporte les trucs. Si vous voulez, on les valide une fois par an. Mais je veux dire, dans l'absolu, on a un son intégral de cette séance qui est en ligne depuis maintenant plus d'un mois. Si ça vous amuse qu'on le reporte, on le reporte, ça m'est égal. Mais enfin, je veux dire, on était globalement tous en phase sur la première rédaction. On a simplement permis de l'amender pour améliorer et permettre que chacun s'y retrouve dans cette ambiance générale. Je pense que vous vous y retrouvez dans les amendements qui ont été apportés, enfin j'espère en tous les cas. Maintenant, si vous voulez qu'on le reporte, moi j'en fais pas une histoire, on le reporte. Vous voulez que ce soit reporté? Est-ce que le groupe Aimer Vivre Moutier demande un report? Non, pour nous, on est d'accord. Bon, allez. Donc je vous propose qu'on l'adopte, parce que sinon on s'amuse quand même à repousser tout ça. Et puis au bout d'un moment, on ne sait plus ce qu'on a dit. Au moment où on approuve les PV, on ne sait plus ce qu'on a dit. Donc sur le PV du 15 mars, alors j'ai retenu évidemment la remarque de Philippe. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Je mets donc aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc 2 oppositions. Je vous remercie. S'agissant de celui du 29 mars, est-ce qu'il y a des remarques?
Véronique? Non, ah, pardon. Je pensais que tu... Non, mais d'ici, je vois le micro à la place de ton cartable. Donc, même chose pour Daniel, oui, j'ai compris. Bon, s'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose donc que nous l'adoptions en l'état. Il faut juste qu'il éteigne son micro. Est-ce qu'il y a des oppositions? Il y en a 2. Des abstentions? Je vous remercie. S'agissant maintenant des dossiers appelés à l'ordre du jour. Le premier est donc, comme je vous l'indiquais en préambule, lié à notre règlement intérieur. Et justement, pour venir nous mettre en conformité des débats, j'aurais dû dire longs débats, que nous avons eus lors de notre dernière séance du conseil municipal, puisque je vous rappelle que nous avons passé, je crois, plus de 45 minutes sur la question de savoir comment on rédige un PV ou un compte-rendu. Donc, j'ai l'impression de nos débats que nous sommes arrivés à un consensus qui permet d'adapter le règlement intérieur. En tous les cas, c'est ce que nous avions décidé ensemble. Et il vous est donc proposé une rédaction amendée. Alors, ça concerne la page alors c'est 17 ou 21, je ne sais pas parce qu'il y a 2 chiffres. En haut, c'est le document global et en bas, c'est juste le document. D'accord, donc c'est la page 17 du règlement et la page 21 du rapport. Et je te donne la parole tout de suite, Philippe. Dans lequel, modification, on dit notamment, on apporte le fait que les séances sont enregistrées et mises en ligne et accessibles dans leur intégralité, qu'il y a un document. Ce qui vaut d'ailleurs qu'on supprime l'article 29, puisque le PV et le compte-rendu sont un document unique, donc on supprime l'article 29. On indique que le PV, une fois qu'il est rédigé, alors on dit que ce PV, il intègre les éléments de la décision, et les explications de vote des groupes, ce qui permet à chacun de retrouver la position qu'il a pu exprimer dans la séance. On dit que c'est ensuite, après rédaction, envoyé au secrétaire de séance, qui soumettent, s'ils en ont, des propositions de correction, et que le document final est mis à la signature du maire. Que dans un délai d'1 semaine, ce document est envoyé à l'ensemble des élus par voie électronique ou dans leur casier, s'ils en font la demande préalable. On dit d'ailleurs qu'on le tient aussi à la disposition de la presse et du public, qui, la presse, je dois le dire, n'a même pas à le demander, je crois qu'elle le reçoit aussi automatiquement. Voilà, Philippe. C'est juste un petit retour en arrière. Si on passe au point numéro 1, c'est que dans le cadre du L 2122-22, il n'y avait rien. Oui, absolument. Voilà, j'en ai déduit. Très bien. Alors, s'agissant du règlement intérieur... Juste règlement intérieur, je me prononcerai simplement pour dire, une fois que ce règlement sera validé par l'Assemblée délibérante, qu'on puisse l'avoir en diffusion. Bien sûr. Hein, d'accord, merci. Bien évidemment, et il sera d'ailleurs, je le dis en me tournant par là, parce que je sais qu'après on vient me dire on n'a pas encore fait ce qu'on avait dit, donc voilà. On mettra un espace sur le Drive accessible à vos adresses. Vous savez, le Drive, c'est le système de serveur dématérialisé qu'on a installé. On installera sur le Drive un espace accessible. J'attends que tu finisses parce que c'est important ce que je vais dire. On mettra un espace accessible à toutes vos adresses mail sur lequel on pourra mettre les documents en termes de compte-rendu, d'ordre du jour, des syndicats, vous savez ce qu'on a évoqué la dernière fois, et le règlement intérieur. Alors, il y a des documents qu'on laissera avec une durée de vie limitée. Par exemple, un ordre du jour d'un syndicat, on ne va pas le laisser pendant des années, ça n'a pas de sens. Par contre, il y a des documents utiles sous forme de caisse à outils à l'image du règlement intérieur qu'on laissera sur cet espace partagé de Drive, avec évidemment la rédaction la plus à jour. Donc celle d'aujourd'hui, par exemple, elle sera mise en ligne. Si d'aventure on devait le modifier, on remplace le document modifié par... voilà. Sur le fond de ce rapport et de la modification. Alors évidemment, comme l'article 29 disparaît, on a requalifié les suivants, c'est-à-dire que le 30 devient le 29, etc. Bon, ça va sans dire. D'autres remarques? Pas de remarques. Je vais donc mettre ça aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? J'en vois 2. Les abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 2 nous renvoie
à la réunion qui n'était pas une séance de conseil municipal, mais où tous les élus étaient invités, le 10 avril dernier, et à l'occasion de laquelle nous avons défini les conditions, informé de l'arrivée de migrants dans notre commune, et plus précisément au centre d'hébergement Germaine Granger, Bernard Granger. Il est maintenant nécessaire que nous puissions définir une convention d'occupation pour cette occupation du centre, qui devient centre d'accueil et d'orientation, comme vous l'avez compris. On définit dans cette convention quelques éléments. D'abord, qui en sont les signataires, l'État, la ville et l'Assasson, en sa qualité de gestionnaire du CAO. On dit, en gros, ce qui va se passer à cet endroit et quelle est la désignation du bâtiment dont on parle, c'est-à-dire cette chambre, des espaces de logistique et puis une surface globale de 273 mètres carrés. On dit qu'il y aura un gestionnaire. On définit un calendrier d'occupation, c'est-à-dire du 17 avril, même s'ils ne sont pas arrivés aujourd'hui, c'est la date initiale qui nous avait été donnée. C'est pour ça que la convention démarre à ce moment-là. Au 30 septembre, date à laquelle il nous faut préparer la remise en œuvre pour la saison d'hiver. On définit aussi les charges et conditions, avec notamment les conditions d'occupation financière. Et vous avez vu un tarif qui est proposé à 7 € par occupant et par jour. Alors comment ce chiffre de 7 est arrivé? Vous pouvez vous poser la question. Ce chiffre de 7, c'est un calcul qui s'est fait sur la base du coût lorsque le centre est occupé. Donc on a décomposé ça en nombre de lits potentiellement à occuper, ce qui nous donne un tarif journalier. Voilà, c'est sur la base de l'existant, c'est pas quelque chose qu'on a inventé. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit encore? On parle après des éléments d'assurance, bien évidemment, et de la remise en état du site, en sachant que on a fait, il n'est pas joint à la convention en l'état, mais on a fait aussi des planches photos qui vaut état des lieux, si vous voulez. Il faut savoir qu'aujourd'hui tout est en état, j'allais dire en parfait état, et c'est vrai, à l'exception d'un robinet, voilà, pour être complètement précis, sur lequel les services techniques interviennent ou sont intervenus. Donc on est dans un centre qui est en état de fonctionner parfaitement. Voilà ce que dit cette convention sur laquelle je vous propose que nous puissions nous positionner. Elle a été transmise à l'Assasson pour avis. Voilà. Philippe ? Oui, c'est du détail, mais comme la convention va être signée en page 25, il est indiqué dans le cadre du centre d'hébergement en cours de réhabilitation. Je pense qu'il s'agit d'un copier-coller et que on peut supprimer en cours de réhabilitation. Ça évite de porter à équivoque. Hein ? Sur la page 25, c'est la 4e ligne en dessous exposée. 5e ligne. Hein? 7e ligne. À l'initiative de l'association diocésaine, un local est réservé dans l'ancien séminaire en réhabilitation. Supprimons en réhabilitation, comme elle n'est pas signée, c'est peut-être du détail. C'est une remarque tout à fait pertinente et on va le supprimer, effectivement. On l'adapte. Dans le cadre de cette convention, est-ce que les autres collectivités qui sont partenaires doivent être également signataires? Alors, les autres collectivités ne sont pas signataires dans la mesure où on intervient en qualité de porte-fort pour leur compte. Voilà. Elles ont toutes été informées, associées au fait que cette occupation allait se mettre en œuvre. Mais de la même manière d'ailleurs que lorsqu'il nous arrive très ponctuellement d'occuper le centre, on se porte fort pour l'ensemble des collectivités. Voilà. J'en profite pour poser également une question. J'avais évoqué lors de la rencontre en présence du sous-préfet, l'occupation par certaines associations en cours. Il s'avère que, par exemple, en 2016, les cuisines du centre d'hébergement avaient été occupées une matinée dans le cadre du repas partagé ou autre. Alors, est-ce qu'il y a incompatibilité à occuper la cuisine si toutefois l'association fait la demande ou c'est complètement bloqué? Quand le centre est occupé, je veux dire, la priorité, c'est évidemment là que nos occupants aient la priorité sur le centre. Après, les conditions du quotidien, elles ne sont pas encore
complètement connu. D'ailleurs, sur l'organisation de leur journée et de la participation des associations. On a nourri un certain nombre d'échanges, y compris d'ailleurs encore aujourd'hui, avec des personnes volontaires ou des associations volontaires. Ce sont des choses qui vont s'organiser vraiment à leur arrivée. Voilà. Et dans les premiers jours où on va pouvoir préciser un peu le public auquel on s'adresse. S'agissant des occupations complémentaires, il n'y a pas d'interdit à ce qu'elles existent. Mais il faut évidemment qu'on ait la priorité à nos occupants et que toute occupation complémentaire, c'est ce que j'ai dit à Daniel pour Du Monde dans ton assiette il y a quelques jours, on ne l'exclut pas à ce stade, mais elles ne peuvent pas être en concurrence ou en incompatibilité avec l'occupation principale. Voilà. Mais il n'y a pas de fermeture. Daniel, tu as une question ? Oui, c'est le terme là de migrants en fait. Peut-être le remplacer par les réfugiés, parce que au niveau de l'interprétation, au niveau de la population moutiraine... Non, alors, ce que dit Daniel est très très important. En réalité, on les a appelés migrants, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui les qualifie. Ils ne sont pas encore ils sont dans aucun statut, et ils n'ont pas encore sédimenté leur projet migratoire. Et donc, là-dessus, les termes ont vraiment de l'importance parce qu'ils qualifient ce que sont les personnes dont on parle en réalité. Voilà. Et comme ils ne sont sans aucun statut et sans projet migratoire défini, et c'est justement pour ça qu'ils viennent là, puisque un centre d'accueil et d'orientation, c'est fait pour les orienter dans leur projet migratoire. Donc, la meilleure appellation... Alors, elle n'est pas, je suis d'accord avec toi, elle n'est pas forcément très valorisante parce qu'on n'a pas une image positive de la notion de migrant, mais d'un point de vue purement étymologique, c'est le mot qui correspond. Oui, mais c'est pour la compréhension de la population moutiraine surtout, parce que là, il y a... Oui, mais tu sais, la population moutiraine, elle n'est pas plus bête que tout à chacun. Et quand les choses ont un nom... Je dis les choses volontairement pour changer de sujet, mais je veux dire, une table, on appelle ça une table, quoi. Et on ne va pas l'appeler autrement, je veux dire, parce que c'est une table, on va bien l'appeler une table. Et le statut de ces personnes, aujourd'hui, le terme qui correspond, c'est migrant. Et tout à chacun peut le comprendre, hein, parce que tout ça est expliqué, très largement de toutes parts. Donc c'est tout à fait compréhensible. Et au besoin, on l'expliquera de nouveau s'il fallait l'expliquer. Mais c'est vraiment le terme qui correspond. Donc je ne peux pas être favorable à ce qu'on le remplace par un autre. Jackie ? Est-ce que, dans le cadre de la vidéosurveillance, l'entrée du CHU est prise en compte ou pas ? Alors, en l'état, vidéoprotection, Philippe a raison de le rappeler. Hein. D'ailleurs, je te réponds tout de suite, je fais une incise. On avait dit qu'on irait visiter le centre. On n'y est pas allé pour l'instant, parce que jusqu'à la semaine dernière, maintenant que les choses sont calées, je regarde Philippe Soublin, je crois que je peux le dire, maintenant que les choses sont calées, on va pouvoir y aller. On n'y est pas allé parce qu'il y avait une enquête qui nécessitait l'utilisation des caméras, et donc le positionnement spécifique d'une caméra. Alors sur le domaine public, hein, il n'y avait pas de problème avec tout ça, mais c'était un peu stigmatisant d'aller visiter jusqu'à la semaine dernière. Donc c'est pour ça qu'on n'y est pas allé, et on ira, c'est bien prévu, on avait dit qu'on le ferait avant un conseil municipal, alors je pense que ça peut être peut-être celui du mois de mai. Voilà. Alors maintenant, pour répondre à ta question, l'entrée du centre n'est pas aujourd'hui, alors d'abord il y a 2 entrées au centre, et aujourd'hui, si on voulait... En respect de la loi, il me regarde pas, mais je le regarde moi, tant pis. Philippe, si on veut être dans le respect de la loi, il y a une entrée qu'on peut filmer, c'est celle qui est du côté de la rue de la sous-préfecture. L'autre entrée, en réalité, on ne peut pas la filmer. Ce qu'on peut filmer, c'est l'entrée de la maison diocésaine, enfin le porche de la maison diocésaine. Puisqu'après, on est sur un espace privé sur lequel on n'a pas autorité pour pouvoir filmer. Et la commission le refuserait d'ailleurs. Voilà, ça c'est le premier élément que je voulais dire. Le deuxième élément, c'est que les caméras que nous avons ici sur le périmètre de la mairie sont sur le parc des enfants, sur le secteur mairie, et pas de ce côté-là, parce qu'on n'est pas sur des dômes.
Le modèle de caméra qu'on a ici devant, c'est de la caméra fixe. On a quelques dômes, vous les voyez tourner d'ailleurs. Hein. Il y en a un vers, il y en a un au haut de la Grande Rue et il y en a un vers la Maison de la Coopération. Voilà, il y en a au moins 2. Voilà, et c'est pas ce type de matériel qui est installé ici. D'autres remarques ou questions sur cette convention? Je n'en vois pas. Je vais donc aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Et je donne la parole à Florence Carpetta sur un sujet que nous avons déjà vu. Mais souvenez-vous, nous l'avons vu sur le principe. On rentre ce soir dans la question du chiffre. Donc, garantie du prêt de l'OPAC de la Savoie dans le cadre de la réhabilitation de l'immeuble Le Pré de Foire. Dans le prolongement de la délibération du 14 décembre 2016, il est demandé au conseil municipal d'accorder sa garantie pour le prêt contracté par l'OPAC de la Savoie auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre des travaux de réhabilitation de 56 logements locatifs de l'immeuble Pré de Foire. Donc, au mois de décembre, je vous avais fait état des différents travaux qui sont en cours, qui à l'époque étaient envisagés. Donc le prêt concerne les travaux. Il est à hauteur de 1 598 000 et contracté auprès de la Caisse des dépôts et des consignations. Donc ce prêt est éclaté en 2 prêts, l'un de 556 000, l'autre de 842 000. 756 et 842 000. Le premier est sur une durée de 15 ans, donc les 756 000. Donc l'index est le livret A et la marge sur index de moins 0,75 qui amène le taux à ce jour à 0%. L'autre prêt, 842 000, est sur une durée de 20 ans et le taux d'intérêt est à 1,48%. Donc l'Assemblée délibérante de la commune accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement du prêt, dont je viens vous donner les caractéristiques, jusqu'à la fin, jusqu'au terme, bien sûr, au remboursement intégral du prêt. La garantie est apportée aux conditions suivantes. Pour la totalité du prêt, comme je viens de vous dire, jusqu'au complet remboursement, et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage à se substituer à l'emprunteur dans son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer au cas de besoin les ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. Merci Florence. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur ce sujet finalement assez simple? Philippe? Non? Ça y est. Non, simplement je ferai une remarque après la délibération, puisqu'elle n'est pas liée directement à la délibération, elle est liée au chantier, mais pas à la délibération que nous allons prendre. Très bien. D'autres remarques sur le fond de ce rapport? Je n'en vois pas. Je mets donc aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Et donc Philippe a la parole. Oui, alors je ne sais pas si je dois m'adresser au maire ou à la CNL. En tout cas, sur ce chantier, dans le cadre de la sécurité publique, j'ai pu constater que très souvent, lors des week-ends, des bennes de déconstruction, et notamment contenant du polystyrène, restent pleines devant l'immeuble, non couvertes par un filet. Mais je dis, en cas d'incendie, on sait tous que le polystyrène s'enflamme très facilement, nous aurions affaire à un sacré problème de sécurité. Je pense qu'au niveau de l'entreprise, il faut que les bennes de déconstruction, d'enlèvement, de polystyrène de façade et autres soient vidées chaque vendredi soir. On sait qu'un acte de malveillance peut être très vite arrivé. On traitera ça dès demain, c'est bon. Très bien, je donne la parole à Noir Kismoun concernant un élément d'évolution sur la grille des emplois communaux. Alors il s'agit effectivement d'une modification de la grille des emplois concernant les fonctions de directrice financière. Donc on a un agent qui fait valoir ses droits à la retraite au 1er août, lequel agent nous avons considéré, compte tenu des enjeux des finances aux yeux de la collectivité, nous avons considéré qu'il était nécessaire de la remplacer.
Donc pour ça, on a passé une annonce, on a effectué un recrutement, à l'issue duquel nous recrutons donc un attaché territorial à temps complet qui prendra ses fonctions courant juin, probablement fin juin, début juillet. Et donc voilà, il s'agit de vous proposer de supprimer un poste de rédacteur territorial à temps complet et de créer un poste d'attaché à temps complet à compter du 1er juillet. Donc, vous proposez d'adopter les modifications proposées, de charger Monsieur le maire de l'exécution de cette décision et précise que les conditions de rémunération de durée de carrière, d'avancement et autres dispositions seront fixées conformément aux règles en vigueur et notamment compte tenu du statut particulier du cadre d'emploi concerné. Merci Noir. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette proposition? J'ai une question. La directrice en place, si nous supprimons le poste à compter du 1er juillet, est-ce que ça pose un problème si elle est là sur juillet-août et qu'il n'y a plus son poste alors que le poste d'attaché est créé? C'est juste une question de... Non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Comment? C'est un grade supérieur. D'autres remarques ou questions? J'en vois pas. On va donc mettre ce rapport aux voix. Des oppositions? Des abstentions? Merci. Je donne la parole à Laurence Rochat concernant la participation 2017 à l'école Sainte-Thérèse, primaire Sainte-Thérèse. Oui, donc comme tous les ans, oui, tous les ans. Et puis nous avons une convention avec l'école Sainte-Thérèse. Donc on établit un calcul du coût dans notre école. Et avec ce calcul, on reverse à l'école Sainte-Thérèse en fonction du nombre d'enfants, de l'effectif. Donc cette année, il y a un effectif de 31. L'effectif est calculé au 15 octobre. Donc, ce qui nous fera une participation de 24 174,57 €. Donc vous avez, je crois, le détail de la participation, du calcul de la participation. Bon, c'est revu tous les ans, il n'y a pas de nouveauté, on n'a rien changé, on a juste changé quelques pourcentages dans les agents et changé des noms d'agents. C'est tout. Donc, nous vous demandons ce soir de voter cette participation à l'école Sainte-Thérèse. Très bien. Daniel? Compte tenu que c'est une obligation de l'État, donc on refuse de voter sur ce point. Très bien, ce sera au PV. Compte tenu du fait que c'est une obligation de l'État, le groupe de Daniel refuse. Ah, vous refusez de voter, d'accord. Vous ne prenez pas part au vote. Voilà. Très bien, d'autres remarques? Pas spécialement. On va donc mettre ce rapport aux voix avec le refus de vote, c'est-à-dire l'abstention du groupe de 2 personnes. Donc. Oui, ne participe pas au vote, oui, refus de vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Une abstention, je vous remercie. Toujours Laurence Rochat pour une subvention exceptionnelle au profit de l'école élémentaire d'Arantasia. Oui, donc dans le cadre des projets de l'école, les CM1, CM2 sont donc partis en classe de neige. Et l'an dernier, il y avait déjà eu un test avec des CE2 pour aller faire simplement une nuitée, pour essayer de les adapter, essayer qu'ils partent un petit peu plus en classe de neige. Donc cette année, le projet, il concerne l'ensemble des CE2, puisque l'an dernier, c'était juste une classe. Et donc, le projet, c'est de partir sur Lyon pour une nuitée à Lyon, la découverte du parc de la Tête d'Or, avec une visite spécifique sur l'alimentation des animaux. Et puis, le lendemain, c'est la visite guidée de la Maison des Canuts et la visite guidée des Traboules de la Croix-Rousse. Donc, ce voyage se fait en train. Et après ils sont pris en charge par un bus sur place et ils se déplaceront en bus parce que c'était un petit peu compliqué de se déplacer en
en tramway ou chose comme ça, ou en bus. Ça fait quand même 33 élèves, donc c'était un petit peu compliqué. Voilà, donc il y a un bus qui les attendra à la gare SNCF et qui les transportera toute la journée. Donc c'est au centre international, je ne sais pas trop où c'est, mais c'est un centre spécial qui accueille des enfants. Donc à ce programme, on devrait rajouter, j'ai pas tout à fait la confirmation, mais ça devrait être faisable. J'ai eu le directeur tout à l'heure au téléphone, la visite du conseil régional, le jeudi. Donc voilà, ce séjour a un coût de 3 366 €, donc ce qui représente 102 € par élève. Et là, le coût de financement de la mairie est de 2013 €. Il y a on n'a pas de participation sur ce projet, il n'y a pas de participation du conseil départemental. Donc il y a une participation de l'APE pour 6 € comme il l'avait fait pour le ski. Et il y a une participation des familles de 35 €. Voilà. Si vous avez d'autres questions, je peux répondre. Merci Laurence. Philippe ? Oui, lors des sorties neige, on avait vu qu'il y avait à peu près un tiers des élèves qui n'avaient pas participé pour différentes raisons à ces sorties neige. Là, sur cette sortie du mois de mai, quel est le pourcentage d'élèves qui ne participeraient éventuellement pas ? Il me semble qu'il n'y a que 4 ou 5 élèves qui ne participent pas à cette... C'est beaucoup moins long, hein, c'est une nuit. Il y a des pique-niques, donc les parents vont fournir les pique-niques, enfin au moins le premier pique-nique. Donc c'est moins... Voilà, c'est moins de crainte. Et c'est aussi pour ça que pour les CE2, on fait seulement sur une nuitée, on fait un essai, on essaye de trouver des solutions pour que effectivement tous les enfants, on emmène le plus possible d'enfants en classe de neige, c'est le but. D'autres remarques sur ce rapport ? Je n'en vois pas. Je vais donc le mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Philippe ? Des abstentions ? Merci. Alors le rapport numéro 7, on n'est pas dans une décision, vous l'avez vu, on reparle de la dalle de la Chaudane, et l'objectif c'est que on puisse délibérer pour permettre de mener les négociations. Alors les négociations de sortie de ce dossier qui est, comme vous l'aurez compris au fil des mois, difficile, ou en tous les cas devenu difficile. Un compromis de vente de la dalle de la Chaudane a été signé au bénéfice de Daniel Bessèche en janvier 2014, avec un effet qui était fixé dans un premier temps au 31 décembre 2014, mais avec un nombre de conditions importantes à réunir. Dès avril 2014, il nous est apparu impossible, et on en avait parlé ici à l'époque, de réunir l'ensemble des conditions, mais toujours nous avons indiqué notre volonté, quoi qu'on puisse en penser, la volonté de mener ce projet pour lequel des engagements nous avaient précédés. On a donc, d'un commun accord avec Daniel Bessèche, repoussé l'exécution du 31 décembre à 2015 et puis dans un deuxième temps à 2016, 31 décembre 2016. Au cours de l'année 2016, notamment pendant le deuxième semestre, je suis intervenu à plusieurs reprises, par courrier électronique, par courrier, par téléphone, auprès de Daniel Bessèche, auprès de notre notaire. Avec, il faut bien le dire, très peu de retours, jusqu'à octobre ou début novembre 2016. À ce moment-là, notre notaire est intervenu de manière un peu plus forte auprès de son confrère, ce qui a fini par se solder par un courrier électronique indiquant que Daniel Bessèche ne portait pas le projet. Alors, il a sans doute les raisons qui sont les siennes. On a reçu, entre-temps, l'architecte du projet, qui aurait voulu que nous le payions.
mais c'est pas nous qui sommes comptables de cette affaire. Nous avons reçu le porteur artistique, si je puis dire, de l'affaire, qui est un spécialiste de l'événementiel. Je l'ai reçu en février dernier, qui est un peu dans la même dynamique, en disant on aimerait bien, nous on fait pas ça pour l'argent, mais bon, on aimerait bien quand même au moins être couvert de nos frais. Donc là, de la même manière, on a indiqué que ce n'était pas vers chez nous que les choses se passaient. Dans le dernier message que le notaire de l'acquéreur nous a adressé, il dit voilà, le projet ne sera pas mené et merci de nous restituer le séquestre. Bon, moi je trouve que c'est un peu cavalier. Je vous rappelle que le séquestre est de 60 000 € et les frais que nous avons engagés pour permettre l'opération sont de plus de 60 000 €. Alors, avec des parties qui rentrent dans notre patrimoine. Je pense à la croissanterie, sur laquelle c'était 60 000, je crois, à l'époque, a été achetée tout de suite pour permettre l'opération de se réaliser. Alors, on peut pas considérer que la croissanterie doit peser dans le séquestre, mais n'empêche qu'il y a une partie qui peut peser, me semble-t-il, parce que cette acquisition a été anticipée du projet, pour pas dire précipité, de manière à ce que le projet puisse se mener. Nous avons engagé des sommes importantes dans le cadre de la passerelle, puisque, je vous le rappelle, les procédures n'étaient absolument pas engagées. Elles sont désormais finalisées, mais elles ne sont pas à l'euro symbolique comme ça avait pu être indiqué, puisque la SNCF, dans le cadre de la division en volume, appelle 71 ou 73 000 € de contribution sur cette affaire. Nous avons un de nos agents qui a travaillé, je le qualifiais tout à l'heure, je pense, de l'ordre de 15% de son temps sur une année. Donc vous voyez, voilà, il y a aussi les pertes induites par cet engagement. Je pense notamment au stationnement qui ont été perdus. C'est 2500, 2700 € par mois depuis 2013 que nous perdons dans cette affaire chaque mois. Donc en réalité, nous avons engagé beaucoup de frais et de moyens pour que ce projet puisse se mettre en œuvre. Donc il me semble ne pas être dans une bonne gestion que d'accepter que le séquestre soit restitué aussi simplement. Alors, en revanche, on n'est pas là pour mettre la tête sous l'étouffoir de tel ou tel. Donc, je pense qu'il y a une négociation à trouver, il y a une discussion à trouver. Et c'est le sens de la délibération de ce soir, pour d'abord vous informer de là où nous en sommes sur ce dossier difficile, et deux, vous demander de m'autoriser à mener ces négociations avec notre notaire, évidemment, mais surtout avec la partie de l'acquéreur, c'est-à-dire le notaire de l'acquéreur et l'acquéreur lui-même. Mais on n'a plus de contact aujourd'hui avec l'acquéreur. Ça fait fort longtemps qu'on n'en a plus. Il a, pour tout vous dire, en toute transparence, laissé un message au début du mois à la mi-janvier, au moment où il a bien vu que les choses devenaient compliquées, en demandant à me voir, et je lui ai dit, moi je vous ai écrit avec un certain nombre de questions, répondez à mon courrier, je vous verrai ensuite. Voilà. Parce que faire des rendez-vous de palabres, ça sert pas à grand-chose. Et à un moment donné, quand il y a des questions, c'est bien qu'il y ait des réponses en face, quoi. Voilà. Donc, on peut pas dire qu'il y ait des contacts depuis le mois de juin 2016. Il n'y a plus de contacts, en réalité. Voilà. Donc, compte tenu de tout ce contexte, des engagements de la collectivité dans ce dossier, et je pense de toute l'énergie aussi qu'on a pu consommer pour aller vers une issue favorable et positive, il ne serait pas logique de restituer ce séquestre, en tous les cas pas dans sa totalité. Voilà. Il y a des questions, des remarques, des précisions à apporter ? Pas spécialement. Donc je vais donc mettre cette proposition d'autoriser à négocier aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Et je donne la parole à Philippe Mosca pour un point important de notre ordre du jour, sur lequel, Philippe, j'imagine que tu as envie d'y passer beaucoup de temps, mais sur lequel on ne va pas refaire 2 ans et demi ou 3 ans de réunion. Alors, ce travail sur le PLU est un travail
considérable, et je veux te remercier du temps que tu y as, de l'énergie que tu y as consacrée, ainsi que l'ensemble de nos collègues qui ont été assidus dans ces réunions. Le travail s'est fait avec les 3 groupes autour de la table. Donc, j'estime qu'il y a eu une bonne représentation, que chacun des groupes a, je l'imagine, travaillé de son côté pour qu'il puisse y avoir des apports réguliers dans le cadre des travaux qui ont été menés. Ce soir, ce que l'on pourrait attendre de l'adjoint qui va rapporter, c'est que peut-être nous rappeler la procédure, ce qui est attendu ce soir, pour qu'on puisse prononcer un arrêt sans avoir à refaire 4 heures de débat, ce qui n'est évidemment pas l'objet de notre réunion de ce soir. Philippe. Je vais commencer peut-être, Dominique. On avait dit qu'on donnerait des clés à chaque membre du conseil municipal. Après avoir donné le lien, je ne sais plus quel jour tu l'as donné, en cours de la semaine dernière. Donc dans le rapport, vous avez on va dire la partie un peu succincte qui fait une 40aine de pages. Et le document complet vous a été transmis avec un lien. Et là, il y a une clé sur laquelle tout est disponible. Je vais donc vous donner lecture de cette délibération relativement longue, mais il est important de rappeler les différentes étapes. Donc il s'agit donc de l'arrêt du projet du plan local d'urbanisme de Moutier. Donc vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L153-14, L103-2 et R153-3, vu les délibérations du conseil municipal en date du 26 février 2013, par laquelle le conseil a décidé, j'ai perdu ma souris, a décidé de prescrire l'élaboration du plan local d'urbanisme grenélisé sur l'ensemble du territoire communal, conformément aux articles L123-1 et suivants du Code de l'urbanisme. 2. De préciser les modalités de concertation prévues à l'article L300-2 du Code de l'urbanisme via un affichage en mairie et sur les panneaux d'information, une information dans la presse locale et dans le bulletin municipal, présentation des documents en mairie suivant le déroulement des études et mise à la disposition du public d'un registre destiné aux observations de toute personne intéressée, des réunions publiques organisées tout au long de la procédure, la création d'un conseil local moutiérain consultatif représentatif de la société civile moutiéraine. 3. De charger monsieur le maire de conduire la procédure de l'élaboration. 4. De charger la commission municipale plan local d'urbanisme du suivi de l'étude du plan local d'urbanisme. En date du 15 juin 2016, portant débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, vu les différentes pièces composant le projet du PLU, monsieur le maire rappelle 1. Les raisons évoquées, alors qui ont conduit la commune à engager une procédure d'élaboration du PLU par délibération en date du 26 février 2013, retrouver une dynamique démographique et créer de la mixité sociale dans l'habitat, renforcer l'attractivité de la commune de Moutier, notamment sur le plan commercial, culturel et touristique, travailler au renouvellement du tissu urbain en cherchant des solutions qui remédient aux inconvénients d'ordre climatique et géographique et développer les espaces de vie publique, valoriser les espaces urbanisés, mettre en scène les éléments naturels, cours d'eau et patrimoniaux de la ville, développer les loisirs de plein air, organiser les déplacements, tous modes confondus, et le stationnement sur l'ensemble de la commune pour créer de la fluidité et sécuriser les piétons, intégrer le projet de pôle intermodal à la dynamique de la ville et notamment à l'hypercentre, promouvoir la production d'énergie alternative, réseau de chaleur urbain, intégrer les besoins inhérents au devenir du pôle santé. 2. Les termes du débat et ses conclusions d'orientation suite au conseil municipal sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, Pierre Dédé, lors de la séance du 15 juin 2016. Premier point, démographie et habitat, retrouver la croissance, rapprocher l'offre de la demande. Point 2, orientation générale d'aménagement et d'urbanisme, Moutier, capitale de la Tarentaise, renforcer le rôle structurant de la ville dans son territoire, optimiser toutes les opportunités dans un site très contraint. 3, activités économiques, préserver les commerces, les services et l'artisanat, redéployer certaines activités, produire plus de valeur ajoutée. 4, environnement, espace naturel, préserver les milieux naturels sensibles. Point 5, risques naturels et technologiques, adapter l'organisation du territoire aux risques connus. 6, ressources, infrastructures et réseaux, optimiser les réseaux, limiter les extensions nécessaires. Point 7, transport et déplacement, améliorer les entrées de ville, mieux organiser les déplacements internes, requalifier l'espace public. 8, équipement public,
renforcer et développer les équipements et les services publics. 9. Paysage et patrimoine, préserver et mettre en valeur le patrimoine, adapter le centre-ville aux exigences de la vie contemporaine. Point 10. Modération de la consommation d'espace, éviter l'étalement de l'urbanisation, optimiser les opportunités. Troisièmement, les modalités selon lesquelles la concertation avec la population a été mise en œuvre. Mise en place d'un registre à disposition du public formalisé à l'accueil de la mairie en septembre 2016 afin de permettre à chacun de consigner ses observations, lequel a par la suite été doublé d'un registre dématérialisé octobre 2016 sur le site internet de la ville, avec des relances régulières d'informations via la presse locale, les bulletins municipaux d'information, le site internet et les réseaux sociaux. Une réunion publique de lancement de la démarche, 16 janvier 2014, une réunion publique de présentation du diagnostic, des orientations générales, des contraintes supracommunales, des esquisses du PADD et de l'ébauche du projet de PLU, 20 juin 2016, une réunion publique présentant le projet PLU complété suite à la première phase de concertation et au travail sur le jaunage et le règlement, 9/12/2016, 2 réunions avec les personnes publiques associées, mise en ligne sur le site internet de la commune d'informations relatives au déroulement et au suivi de la procédure, de la synthèse du diagnostic du territoire et du PADD avec les éléments de rapport de présentation et du diagnostic environnemental et mise à disposition de l'intégralité du document en mairie, accessibilité sur le lien www.moutier.org, permanence mensuelle de l'adjoint à l'urbanisme, rendez-vous quotidien, permanence mensuelle et mairie mobile trimestrielle avec monsieur le maire, plus d'une douzaine de commissions PLU, insertion dans les parutions municipales, mise en place de panneaux de présentation du PLU à la mairie et à la salle des fêtes, présentation de la démarche des enjeux et des orientations du PLU à l'occasion d'une séance dédiée du Conseil des sages, introduction de la problématique auprès du Conseil municipal jeune. Quatrièmement, cette concertation a permis d'expliciter les enjeux, de préciser les orientations et de révéler des points de vigilance, notamment en termes de zonage. Point 5, les remarques ont été examinées et prises en compte à travers principalement les adaptations à la marge des zonages. Après avoir entendu l'exposé du maire et en avoir délibéré, le conseil municipal décide 1. De considérer comme favorable le bilan de la concertation présentée, 2. D'arrêter le projet de plan local d'urbanisme PLU tel qu'il est annexé à la présente délibération, de soumettre pour avis le projet de PLU aux personnes publiques associées définies à l'article L132-7 et L132-9 du Code de l'urbanisme, au préfet de département en tant qu'autorité environnementale en cas de réalisation d'une évaluation environnementale, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé à être consultés sur ce projet. Conformément à l'article L153-19 du Code de l'urbanisme, le dossier du projet de PLU tel qu'arrêté par le conseil municipal est tenu à disposition du public. Conformément à l'article L153-3 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie pendant 1 mois. Merci Philippe. Quelles sont les remarques et avis que vous souhaitez exprimer sur cet important dossier, Philippe? Je crois que ça a été souligné, tu l'as souligné tout à l'heure, le travail constructif qui a pu être mené pendant ces réunions. Pour continuer sur un avis constructif et avant d'arrêter définitivement, j'ai un certain nombre de questions. Lors de la réunion du 25 novembre 2016, l'État souligne dans ce compte-rendu de réunion, dans cette réunion, qu'il considère comme dangereux et inutile l'orientation numéro 2 du PADD qui signale vouloir rester sur la loi montagne. Et le représentant de l'État, en l'occurrence M. Lafont, nous dit que ce projet doit être modifié de façon à ne pas rester stricto sensu sur la loi montagne. Je vois qu'à la lecture, on est resté sur uniquement la loi montagne. Peut-être qu'avant de l'arrêter définitivement, je tiendrai compte, enfin peut-être faut-il tenir compte des remarques de l'État. Enfin, je le répète, hein, ça figure dans un compte-rendu, c'est l'avis formulé de l'État et on reste sur la loi montagne. Je ne voudrais pas qu'il y ait un recours. Enfin, je le signale. Hein. Ensuite, sur la réunion du 22 septembre, il est indiqué que la DREAL doit être consultée avant le lancement du PADD.
réunion du 22 septembre 2016, ça figure dans le compte-rendu. Est-ce que l'ADREAL s'est prononcée? Parce que si elle ne s'est pas prononcée, ça vaut avis contraire de l'ADREAL. Là, ce n'est pas un avis tacite. Ensuite, sur les emplacements réservés. Les emplacements réservés doivent être indiqués, numérotés, tous les emplacements réservés, avec leur surface, le destinataire de l'emplacement réservé. Et dans le document, je n'ai pas retrouvé de liste des emplacements réservés avec la surface de l'emplacement réservé concerné. Et en l'occurrence, le bénéficiaire, c'est la collectivité locale. Pour les emplacements réservés, il y a un document qui figure dans le lien que vous avez, où il y a tous les nombres, tous les numéros des emplacements réservés, il y a une liste complète, quoi, qui figure là. Il me semble qu'elle vous avait été remise, il me semble qu'on en a discuté, il me semble qu'elle a été remise alors en commission. Je suis tout à fait d'accord avec vous, ça a été remis en commission, mais dans le document qui nous est soumis à l'approbation, à moins que ce soit là, je ne le retrouve pas. Alors, c'est uniquement pour la... C'est peut-être moi qui ne l'ai pas vu, hein. C'est dans la clé. C'est dans la clé. Ah, c'est dans la clé, mais... Ensuite, réunion du 25 novembre 2016, il est indiqué que les avis, alors là encore, de l'ADREAL, et les avis des PPA, et notamment il est indiqué le SCOT et Enedis, devront être recueillis avant l'arrêt du PLU. Voilà. Ensuite, donc dans les consultations, effectivement, elles ont été faites. Ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de compte-rendu. Notre prestataire n'a pas fait de compte-rendu des réunions publiques. Ça peut être utile d'avoir les comptes-rendus des réunions publiques. Enfin, moi, je ne les ai pas vus, hein. Je ne sais pas si elles ne vous ont pas été transmises, mais elles ont été faites, quoi. Il en a transmis, si vous vous rappelez, il y a quelques mois de ça, j'avais même fait le secrétaire en faisant des dizaines de photocopies de comptes rendus qui ne vous étaient pas parvenus. Il y a des comptes rendus qui ont été faits à chaque réunion. Je suis presque sûr qu'ils ont été faits. Pour les avis, je ne les ai pas tous en tête, mais M. Belliris, qu'on a rencontré il y a très peu de temps avant de vous soumettre cette délibération, nous a indiqué que tous les comment ça s'appelle, corps d'État qui devaient être consultés ont tous remis leur avis. Je ne fais aucun doute que les comptes rendus de toutes les réunions de commission, on les a bien eus. Ce que je dis, c'est que je n'ai pas vu les comptes rendus de réunions publiques. Alors, vous savez, il y a un PLU sur 2 qui est contesté. Donc si je le dis, c'est de façon constructive ce soir. J'ai juste une petite remarque, il me semble bien. Celle du 25 novembre, c'était une réunion avec les PPA. Donc je pense celle-ci, je l'ai parce que c'est la dernière, mon imprimante n'est pas terrible, mais néanmoins on arrive à avoir la date. Celle-ci vous avez dû la voir parce que et les autres, je peux toutes les regarder si vous voulez, mais à mon avis elles ont toutes été transmises, si elles ne l'ont pas été, je vous les transmettre, mais normalement chaque réunion pour laquelle vous avez été présent, ou qui était une réunion publique, soit avec les PPA, soit réunion publique, il y a eu un petit compte-rendu que normalement vous devez avoir, quoi. Bon, sur le principe, Philippe, par rapport aux questions qui sont les tiennes, on va... Ce qu'on a comme élément, on peut répondre au communiqué immédiatement. S'agissant des comptes rendus, on peut refaire un état des comptes rendus, c'est pas un problème. En tous les cas, ils existent. Je peux pas certifier les avoir tous lus de bout en bout, mais je me souviens en avoir vu et lu un certain nombre. Donc j'imagine que le reste doit exister aussi, puisque c'est le principe. Voilà. Sur le premier point, par rapport à la première question, pardon, sur les aspects de la loi montagne, c'est un sujet qu'on va repréciser, mais ça a fait l'objet d'un échange particulier dans ce cadre. Donc je suis assez étonné qu'il n'y ait pas eu une prudence supplémentaire. Je veux pas juger, mais voilà. Et en tous les cas, il y a eu un travail qui a été mené spécifiquement sur cette question.
Je n'ai pas de doute du travail constructif qui a été mené. Ce que je voulais dire, M. Mosca, c'est que toutes les réunions de commission, alors les PPA ici se sont faites. Je prends par exemple la réunion publique en date du 20 juin 2016, sur lequel il y avait une trentaine de personnes à la salle des fêtes. Je peux vous dire que le 20 juin 2016, je n'ai pas trouvé trace de compte-rendu, et c'était la présentation du PADD. Alors je ne dis pas que le travail des services n'a pas été fait correctement, loin de là mon idée, mais je dis, il y a eu des réunions publiques, il faut matérialiser et prouver qu'elles ont été faites. C'est tout. Il y a deux choses. Je ne veux pas pinailler, mais il y a deux choses. Sur le fait de prouver qu'elles aient été tenues, il n'y a pas de problème. Parce qu'à chaque fois, il y a eu un point avec la presse. Donc, si on est dans la confirmation, l'illustration de ce que l'on avance, on n'a pas de difficulté pour le faire. De la même manière, je crois pouvoir le dire avec certitude, à chaque fois qu'il y a eu une réunion publique, il y avait un support visuel qui a été projeté. Le support visuel a été mis sur le site internet de manière systématique, puisqu'on a un espace dédié sur le PLU qui a été créé sur le site internet de la ville, et que systématiquement, le support, dès le soir même, au plus tard le lendemain matin, le support de projeté a été mis sur cet espace. Voilà. J'ai bien compris, mais je dis à Philippe, il y a deux choses. Il y a les questions et le recensement de ces questions, le compte-rendu, c'est une chose, voilà. Et il y a le fait de... Philippe disait, il faut pouvoir démontrer qu'elles se sont tenues. Et ça, on peut le démontrer sans aucune difficulté, parce qu'il y a le document qui a été projeté et parce qu'il y a la presse de manière systématique. Voilà. Bon, on a relevé de toute façon l'ensemble des points que tu évoques. Ceux sur lesquels on aurait des réponses trop évasives ou incomplètes, on apportera les éléments de précision. C'est pas moi qui demande des précisions. Hein. Non, mais complètement... non, mais je le dis de manière très, très positive et constructive. Je veux dire, les questions que tu poses, elles sont d'intérêt parce que on n'a pas besoin de fragiliser ce document. On en a tous besoin depuis très longtemps. Donc, il faut évidemment maintenant faire en sorte qu'il puisse être mis en application et abouti. Mais par contre, c'est intéressant du moment où il y a des questions. Comme je le disais tout à l'heure, quand il y a des questions, il y a des réponses. Donc, il y a des questions. Là où les réponses seraient incomplètes ou imprécises, on apportera les compléments. Oui, donc pour notre groupe, là, on a donc eu les documents trop tardivement, donc on souhaiterait reporter un peu le... On n'aurait pas dû faire le conseil ce soir avec vous. Ah ben non. Daniel, s'il y a des questions plutôt qu'un simple report, je veux bien qu'on écoute tes questions. Si c'est un simple report, évidemment, tu connais ma réponse. J'ai pas les questions parce que en fait, c'est pas moi qui ai assisté à toutes les réunions je suis allé à une ou deux réunions du plus simplement pour remplacer Bernard. Donc voilà. Donc comme il n'est pas en état de répondre ou de me transmettre, voilà, les questions. Bien, donc on notera au PV que Daniel, au nom de son groupe, demandait un report du point et on soulignera que dans le même délai imparti, Philippe Nivelle a bien travaillé. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Pas spécialement. Philippe, est-ce que tu as une expression conclusive avant qu'on mette aux voix? Ouais, la seule chose que je pourrais dire, c'est quand même c'est un comment ça s'appelle, un travail long, assez fastidieux quand même, parce que, comme vous l'a dit M. Nivelle tout à l'heure, ça a été relativement constructif les débats, mais parfois long, très long, quoi. Et c'est vrai que c'est, si on le rapporte au nombre de dossiers qui sont déposés par les pétitionnaires à Moutier, ça fait beaucoup d'investissements, quand même, malheureusement. On aimerait qu'il y ait beaucoup plus de dossiers, mais c'est un processus qui est quand même très long et bon, on a été bien aidé par M. Belliris, mais je veux dire, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de techniques, quoi. C'est-à-dire qu'on a tous nos connaissances diverses et variées en urbanisme, mais ça nécessite d'être dans un cadre bien précis. J'ai rappelé les 10 points qui étaient tout à l'heure, qui étaient nécessaires de passer au travers. Donc on est obligé de passer par un cadre qu'on n'a pas bien l'habitude, qui est plutôt réglementaire, quoi, on va dire. Voilà. Merci. Alors, à ce stade, et qu'on soit bien d'accord sur ce qu'on va mettre aux voix, je voulais apporter une petite précision, c'est que le document
On va l'arrêter, bien sûr. C'est le sens, dans tous les cas, de la délibération. Ça ne veut pas dire qu'il n'évoluera plus, puisque maintenant, dans la vie, on rentre dans une nouvelle phase de la vie de l'élaboration du PLU, avec cette enquête publique qui arrivera dans quelques mois et qui permettra, au besoin, de venir apporter des modifications dans ce cadre-là. Ce qui veut dire que si on veut modifier encore d'autres choses, ça se passera au terme de l'enquête publique et plus dans la phase préalable de laquelle nous allons sortir maintenant. Voilà, je voulais vous apporter cette précision. Je pense qu'on peut peut-être ajouter tous les comptes rendus de réunion, parce que pour ceux qui étaient dans la commission, ils ont eu les comptes rendus. Tous les autres conseillers municipaux ne l'ont peut-être pas eu, les comptes rendus. Donc tout à l'heure, tu as parlé d'un espace de travail dans lequel on peut exactement les mettre pendant un certain temps, quoi. Très bien. Donc, le sens de la délibération maintenant, sur laquelle on va se prononcer, on considère favorable le bilan de la concertation, on arrête le projet de PLU tel qu'il a été présenté un instant et annexé à la délibération, et on décide de soumettre pour avis maintenant le PLU aux personnes publiques associées, tel que c'est défini par les règles, au préfet du département en tant qu'autorité environnementale, et aux communes limitrophes pour qu'elles puissent être consultées sur le projet. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? J'en vois 2, j'en vois 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça? Très bien, je vous remercie. Et je vois que Philippe veut ajouter quelque chose. Si je puis me permettre une question, donc ça va être notifié à toutes les instances que tu as citées tout à l'heure. Est-ce que les propriétaires qui font l'objet maintenant d'un emplacement réservé l'apprendront par l'arrêté? Est-ce qu'on entend les prévenir? C'est une question, savoir, parce qu'il y en a qui vont découvrir qu'ils ont un emplacement réservé maintenant qu'on vient d'arrêter là. On va poursuivre en tous les cas les modalités de concertation. L'objectif c'est pas qu'il y ait des réveils difficiles à un moment ou à un autre. Hein. Et il y a eu une phase de concertation, je pense appuyée, qui a été menée avec des ouvertures de registres de part et d'autre. Moi, je me souviens avoir dit à la presse, tu y étais, c'est très très important que l'on soit propriétaire, habitant, occupant de quoi que ce soit dans cette ville, de s'intéresser quand il y a un document d'urbanisme. On a fait un certain nombre d'alertes. Après, est-ce qu'on est en capacité de prévenir chacun des évolutions qui impactent les terrains? Parce que ce qu'on dit pour les emplacements réservés, il faudrait le dire de la même manière sur les évolutions de zonage, de la même manière sur les évolutions réglementaires. C'est-à-dire qu'en réalité, il faudrait écrire à chacun pour dire dans votre situation, voilà ce qui va vous concerner, ce qui me semble un peu compliqué. Tu vois, je dis pas non, mais je dis, on va rentrer dans une phase d'enquête publique qui, par définition, l'enquête publique, c'est un appel au peuple pour dire venez voir ce qui se passe chez vous, quoi. Enfin, tu es bien placé pour le savoir, et tu es bien placé aussi pour savoir qu'il y a, d'une manière générale, je le déplore, un désintérêt pour les enquêtes publiques. Je ne parle pas des commissaires enquêteurs, évidemment, mais la population n'a pas pour habitude de s'intéresser aux enquêtes publiques, ce qui est bien dommage. Non, c'était qu'une remarque, hein. C'est pas que je tiens à ce que tout le monde soit averti. Les gens ils peuvent venir consulter les registres. Ce qu'on peut juste dire quand même sur les emplacements réservés, il y en a presque la moitié, je crois, qui étaient déjà existants dans le poste, quoi. Non, mais je pensais à un ou deux nouveaux en particulier. Prenons, je ne vais pas le citer, du côté du collège Jean Rostand. Alors, c'est pas le collège Jean Rostand, mais c'est juste à côté. Savoir, ça impacte quand même éventuellement la revente de la propriété ou autre. C'est tout. Ah bah eux ils découvrent pas, hein, pour le coup, parce que je leur ai dit. Et je leur avais même dit qu'on en mettrait beaucoup plus. Donc finalement c'est une bonne nouvelle. Très bien. Écoutez, merci en tous les cas de tout le travail qui a été fait sur ce sujet. Les points 9 et 10.
qui peuvent être traités de manière unitaire, même si on sépare les votes. Je dis qu'ils peuvent être traités de manière unitaire parce qu'en réalité, vous avez remarqué qu'en 2017, on est rentré dans une phase active sur un certain nombre de sujets, sur un certain nombre de chantiers d'ampleur qui se mettent en œuvre en 2017, et puis sur un certain nombre d'outils. Dans les outils, il y a des outils d'accompagnement financier. Je pense au contrat que nous avons signé avec l'État et l'ensemble des partenaires il y a quelques semaines de cela. On est rentré dans une phase active avec une volonté opérationnelle qui s'est traduite par l'arrivée de Anne Burgalière, et on vient ce soir renforcer notre boîte à outils, notre arsenal d'intervention qui se retrouve dans le cadre du droit de préemption urbain, le DPU. Donc Philippe Mosca va nous en donner les éléments, mais le principe, c'est que sur le socle de 1987, avec l'instauration du DPU à Moutier, on puisse aujourd'hui aller un peu plus loin, parce que disposer d'un projet de ville, c'est bien. Disposer de partenariats avec l'État, la Caisse des dépôts et tout ce que vous savez, c'est bien. Disposer d'un manager de centre-ville qui met en adéquation les attentes, les besoins et les projets, qui fait un alignement des planètes selon notre projet de ville, c'est bien. Mais si on ne dispose pas de la boîte à outils renforcée, eh bien on ne peut pas y arriver. Un premier point, mais qui a échappé à la décision de notre conseil municipal, c'est que nous sommes désormais membres de l'EPFL depuis une petite année. C'est un élément de plus dans la boîte à outils. Il faut maintenant, pour permettre aussi d'ailleurs à l'EPFL d'exprimer tout son art sur notre territoire, renforcer la manière avec laquelle on est en capacité de faire des préemptions, ce qui doit venir compléter et permettre de mener le projet. Sinon, on est dans l'annonce, mais si on ne met pas en face les outils qui permettent de faire, on ne reste que dans l'annonce. Philippe. Bien, donc cette délibération porte sur l'instauration d'un droit de préemption renforcé à effet immédiat et pour le nouveau PLU. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'urbanisme, et notamment les articles L210-1, L211-1 et suivants, R211-1 et suivants et L300-1, vu la délibération du 23 juin 1987 par laquelle le droit de préemption urbain était institué sur toutes les zones urbaines à urbaniser et à aménager de la commune, vu la délibération du 26 février 2013 par laquelle la commune de Moutier a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme, vu la loi SRU qui préconise la densification des espaces urbains et une utilisation économe des espaces naturels. Considérant que l'article L211-1 du Code de l'urbanisme offre la possibilité aux collectivités dotées d'un plan local d'urbanisme approuvé d'instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines U délimitées par ce plan, considérant qu'en application de l'article L210-1 du Code de l'urbanisme, le droit de préemption peut être instauré en vue de réaliser les actions ou opérations d'aménagement d'intérêt général mentionnées à l'article L300-1 du Code de l'urbanisme, à savoir la mise en œuvre d'un projet urbain, la mise en œuvre d'une politique locale de l'habitat, l'organisation du maintien, de l'extension ou de l'accueil des activités économiques, le développement des loisirs et du tourisme, la réalisation des équipements collectifs, la lutte contre l'insalubrité, le renouvellement urbain, la sauvegarde ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, la constitution de réserves foncières en vue de permettre la réalisation des actions ou opérations d'aménagement précitées. Considérant que l'exercice du droit de préemption nécessite, selon son objet, qu'un projet suffisamment précis ait été élaboré à la date de la délibération décidant sa mise en œuvre et que la décision de préemption doit préciser l'objet pour lequel ce droit est exercé, considérant que le PADD a défini les orientations de la commune, à savoir donc les mêmes 10 points que tout à l'heure, démographie et habitat, orientation générale d'aménagement et d'urbanisme, activité économique, environnement, espace naturel, risques naturels et technologiques, ressources, infrastructures et réseaux, transport et déplacement, équipement public, paysage et patrimoine, modération de la consommation de l'espace. Considérant que la commune doit pouvoir réaliser tout équipement collectif nécessaire à un fonctionnement harmonieux, communal et susceptible de répondre aux besoins d'administrés,
Considérant que la commune doit pouvoir engager toute opération d'aménagement favorisant un accroissement de la densité, un renouvellement urbain, une amélioration des fonctions urbaines, des conditions de desserte, une amélioration paysagère. Considérant que la commune doit pouvoir favoriser les activités économiques de façon à répondre aux besoins de la population, à la création d'emplois et au renforcement des qualités de lieu de vie de Moutier. Considérant que la revitalisation de la ville passe par une action spécifiquement concentrée sur le cœur de ville, c'est-à-dire la zone UA du projet de PLU, voire cartographie jointe, et que ce cœur de ville est l'enjeu prioritaire de nombreuses politiques publiques locales impulsées, management de centre-ville, requalification des voiries et façades, sécurisation et accessibilité des espaces publics, réhabilitation de copropriétés dégradées, redynamisation touristique, etc. Considérant qu'afin de pouvoir répondre aux objectifs énoncés ci-dessus et mener à bien ces politiques urbaines, il est nécessaire que la commune de Moutier puisse se porter acquéreur, dans les zones UA du PLU, des biens mentionnés à l'article L211-4 du Code de l'urbanisme, notamment de lots en copropriété, d'immeubles bâtis dont l'achèvement est antérieur à 10 ans, ou des parts ou d'actions en société. Le conseil municipal où il exposé qui précède, après en avoir délibéré, décide d'instituer un droit de préemption urbain renforcé selon les dispositions de l'article L211-4 du Code de l'urbanisme sur la zone UA définie dans le PLU, précise que le droit de préemption urbain renforcé institué par la présente délibération entrera en vigueur à compter du caractère exécutoire de la délibération qui est aussi la date d'arrêt du projet de PLU, et après l'accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R211-2 et R211-3 du Code de l'urbanisme, décide qu'en application de l'article R211-2 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie pendant 1 mois, fera l'objet d'une mention insérée dans 2 journaux diffusés dans le département, décide qu'en application de l'article R211-3 du Code de l'urbanisme, copie de la présente délibération sera notifiée à Monsieur le préfet de la Savoie, à Monsieur le directeur départemental des services fiscaux, à Monsieur le président du Conseil supérieur du notariat, à la Chambre départementale des notaires, au barreau constitué près du tribunal de grande instance, au greffe du même tribunal, autorise Monsieur le maire à accomplir et à signer toutes les pièces consécutives à l'exécution de la présente délibération, considérant que ces modifications au document d'urbanisme ne remettent pas en cause son économie générale et le document soumis à enquête publique. Je poursuis avec la seconde, tant que la souris arrive. Donc la délibération, le projet de délibération numéro 10, instauration d'un droit de préemption sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux sur la commune de Moutier. Considérant que, afin d'améliorer l'attractivité du centre-ville qui souffre sur certains secteurs d'une perte de dynamisme, de fréquentation et d'activité, le maintien de la diversité commerciale est en effet fondamental pour assurer la vitalité et le dynamisme du centre-ville. Considérant que la commune doit pouvoir favoriser les activités économiques de façon à répondre aux besoins de la population, à la création d'emplois et au renforcement des qualités de lieu de vie de Moutier, considérant les outils déjà mis en place de matière thématique ou occasionnelle, OUC, PLH, EPIC, événementiel, soutien FCAM, puis FAEM, travaux, mais considérant par ailleurs la nécessité de mettre en cohérence les outils via une approche transversale, management de centre-ville et concerté, comité consultatif, considérant que la revitalisation de la ville passe par une action spécifiquement concentrée sur le cœur de ville, c'est-à-dire la zone UA du projet de PLU, CF cartographie jointe, et que ce cœur de ville est l'enjeu prioritaire de nombreuses politiques publiques locales impulsées, requalification des voiries et façades, sécurisation et accessibilité des espaces publics, réhabilitation de copropriétés dégradées, etc. Considérer qu'afin de pouvoir répondre aux objectifs énoncés ci-dessus et mener à bien ces politiques urbaines, il a été acté que la commune de Moutier puisse se porter acquéreur dans les zones UA du PLU des biens mentionnés à l'article L211-4 du Code de l'urbanisme, notamment de lots en copropriété, d'immeubles bâtis dont l'achèvement est inférieur à 10 ans, ou de parts en action ou des parts ou d'actions en société. Considérant que cette procédure constitue une réelle capacité d'action pour enrayer la disparition des commerces de proximité, le phénomène de banalisation des commerces qui touche les centres-villes, enseignes de services, agences bancaires, agences immobilières, etc., et l'appauvrissement de l'offre commerciale, Monsieur le maire précise que la municipalité souhaite instaurer un droit de préemption sur les fonds
de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux, comme l'autorise la loi numéro 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, dont les modalités d'application ont été précisées par le décret 2007-1827 paru le 27 décembre 2007 et retranscrites dans le Code de l'urbanisme par les articles L214-1 à L214-3 et R214-1 à R214-16. Monsieur le maire rappelle les intérêts du droit de préemption. L'article 58 de la loi 2005-882, complété par le décret numéro 2007-1827, instaure un droit de préemption au profit des communes sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les fonds commerciaux lorsqu'ils sont aliénés à titre onéreux. Jusqu'alors, une telle possibilité dans le domaine commercial n'existait que pour les murs des locaux commerciaux. Désormais, toute cession de fonds de commerce, de fonds artisanal ou de bail commercial inscrite dans un périmètre de sauvegarde délimité par le conseil municipal devrait être subordonnée, sous peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune. Cette dernière disposera alors d'un délai de 2 mois pour se porter éventuellement acquéreur du fonds ou bail commercial. La finalité du droit de préemption n'est pas que la collectivité conserve la propriété du fonds qu'elle aura acquis, elle doit le rétrocéder à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Cette rétrocession doit intervenir dans un délai d'1 an à compter de la prise d'effet de la cession. À défaut, et dans le cas où la déclaration préalable aurait fait mention de l'identité de l'acquéreur évincé, ce dernier bénéficie d'un droit de priorité d'acquisition. Le maintien du commerce de proximité, surtout en centre urbain, constitue un enjeu fort, tant pour des raisons économiques que sociales. Si le commerce peut avoir une fonction économique importante, il est aussi générateur d'une dynamique urbaine, de convivialité, d'animation économique et sociale de la ville. En application de ces articles, il est proposé au conseil municipal de délimiter, conformément au plan joint en annexe, à savoir la zone UA du projet de PLU, un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité au sein duquel seront soumises au droit de préemption les cessions de fonds de commerce, de fonds artisanaux et les baux commerciaux. À l'intérieur de ce périmètre, les cessions seront subordonnées sous peine de nullité à déclaration faite par le cédant à la commune. L'analyse faite de la situation du commerce de la commune de Moutier, le présent projet de délibération était soumis pour avis à la Chambre de commerce et d'industrie de Savoie et à la Chambre des métiers et de l'artisanat de Savoie. Ces deux chambres ont émis un avis favorable au vu de ce qui précède. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir décider d'instaurer, en application des articles L214-1 à L214-3 du Code de l'urbanisme, un droit de préemption sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux à l'intérieur du périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat délimité conformément au plan annexé à la présente délibération. Autoriser Monsieur le maire ou l'élu délégué à signer toutes pièces et documents nécessaires. La présente délibération fera l'objet de mesures de publicité prescrites par l'article L211-2 du Code de l'urbanisme, à savoir un affichage en mairie pendant une durée d'1 mois et une insertion dans 2 journaux diffusés dans le département. Le conseil municipal, à l'exposé qui précède, décide d'adopter cette délibération. Merci de ces longues tirades. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ces projets? Je vous propose qu'on évoque les deux et puis on votera de manière différenciée sur l'un et ensuite sur l'autre. Philippe. Oui, sur le point numéro 10, en ce qui concerne le plan annexé sur le périmètre de sauvegarde, c'est celui qui... C'est la zone UA. C'est toute la zone UA, d'accord. Autre question sur le point numéro 9. Si une opportunité se présente demain matin, au point de vue acquisition d'un local qui rentre dans le cadre de ce qui a été annoncé au niveau du point numéro 9, est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure d'avoir un projet qui est suffisamment élaboré, comme ça a été indiqué par Philippe Mosca, pour répondre à ce critère, à ce droit de préemption immédiat. On peut des fois avoir des opportunités. Alors, est-ce qu'on est prêt? Oui, en réalité. Et d'ailleurs, on peut se dire, mais pourquoi est-ce que ces délibérations, elles ne sont pas arrivées avant et qu'elles arrivent maintenant? Elles arrivent maintenant parce qu'il y avait un certain nombre d'étapes préalables à régler. Notamment, tout ce qu'on a fait avec l'État nous a permis de définir les conditions dans lesquelles on souhaitait travailler, les manières avec lesquelles on souhaitait agir sur l'attractivité du centre-ville, etc. Bon. Et puis, il y a le travail qu'on a mené
au sens commercial avec la CCI et la CMA, avec qui aujourd'hui on partage une certaine vision du commerce dans la ville et un certain nombre de projets qu'il convient de mettre en œuvre. Voilà. Alors, il nous fallait un peu de technique. La technique est arrivée. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a une forme de maturité. Maturité pour prendre ces délibérations. Et en réalité, il eût été prudent de les prendre bien plus tôt, mais en réalité, il fallait avoir le matériau préalable et on ne l'avait pas. C'est pour ça qu'elles arrivent aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est prêt pour les prendre. Et on est prêt pour les prendre, donc on est prêt pour intervenir dès lors qu'il nous manque l'arsenal administratif, donc il est là. Dès lors que l'arsenal administratif est tenu, on a arrêté notre PLU, c'est encore un élément de plus, et donc du coup on est prêt. Voilà. Aujourd'hui on est prêt. Non, Il y a une question derrière, vas-y. Non, mais j'en fais pas de doute. Il y a sur Moutier, on va pas, un bien qui est à vendre, qui est un bien commercial, qui se situe dans un périmètre UA, sur lequel ce droit de préemption peut se mettre en place. Alors carrément, pas tourner autour du pot, est-ce qu'il se met en place sur ce bâtiment ? Non, en réalité, notre délibération, elle est plus large. Alors, j'imagine penser auquel tu penses, mais il n'est pas à l'ordre du jour de ce soir, parce que la commission s'est seulement réunie avant-hier, donc il n'est pas à l'ordre du jour ce soir. Voilà, donc on n'est pas dans le même calendrier. En revanche, ah oui, sans problème. En revanche, tu as raison de lier les deux, mais je dis de manière très claire, il ne faut pas amalgamer. Parce que, évidemment, on est dans un calendrier qui donne envie de tout amalgamer. Mais ce n'est pas le même sujet. Parce que des bâtiments en zone UA qui sont aujourd'hui en vente, il y en a un certain nombre. Et il y en aura encore. Voilà. Et vous mesurez qu'il y a un peu de, comment dire, ça foisonne un peu en ce moment dans les bosquets. Il commence à y avoir de l'intérêt. Sur un certain nombre de bâtiments, on voit plusieurs acquéreurs qui se présentent. Alors nous, on reçoit tout le monde, on écoute tout et tout va bien. Bon. Mais sur des mêmes biens, il nous arrive maintenant d'avoir plusieurs acquéreurs. Bon, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire en revanche qu'on ne peut pas... moi, je respecte beaucoup le droit de propriété. C'est un droit fondamental dans ce pays. Et à l'Assemblée générale de l'Ordre des géomètres experts, j'ai donné ma vision très claire de cette question. Et je ne veux surtout pas dire le contraire ce soir. Et je ne veux surtout pas atteindre au droit de propriété parce que c'est quelque chose de fondamental. En revanche, nous sommes garants du projet de ville à mettre en place. Nous sommes garants des conditions d'attractivité dans la ville. Et ce n'est pas en laissant se faire les choses de manière parfois un peu sauvage sur les questions de propriété foncière qu'on va forcément atteindre nos objectifs. Donc là où il nous semble opportun, pertinent de donner le sens, il faut qu'on le donne. Et les deux délibérations, la 9 et la 10 de ce soir, ce sont des délibérations cadres qui vont entraîner, je l'espère, dans les mois à venir, un certain nombre de délibérations pour positionner la ville sur tel ou tel bien, pour positionner le PFL sur tel ou tel bien, pour positionner un opérateur qu'on aurait choisi ici ou là sur tel ou tel bien, ou sur tel ou tel îlot, pour des opérations d'ensemble. Donc, je dis tout ça parce que il y a les deux dossiers qu'on a en tête et cette délibération qui arrive, mais il ne faut pas vouloir forcément tout mettre dans le même paquet. Ce soir, il y a des délibérations cadres qui dépassent d'ailleurs le seul périmètre du sujet que tu évoques. Voilà. Donc c'est deux délibérations cadres. Et ensuite viendront des sujets, des dossiers sur lesquels il appartiendra à l'Assemblée de se positionner pour dire oui on y va ou non on n'y va pas. Voilà. Mais là on donne en tous les cas, on rajoute dans la boîte à outils deux outils très très importants dont nous ne disposions pas jusqu'alors. Ça répond à ma question. D'autres remarques sur ce sujet? Je n'en vois pas. On va donc mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Nous sommes arrivés au terme de notre ordre du jour.
Laurence, tu voulais nous donner une information concernant une délibération antérieure de notre Assemblée. Oui, je crois que c'est au mois de janvier ou février, je ne sais plus. On avait pris une délibération concernant les équipements numériques dans le cadre du projet numérique avec les collèges. Donc c'est pour vous informer que le projet a été validé et que toutes les écoles, donc les 43 écoles du département qui avaient fait une demande, ont été retenues. Donc maintenant, on va mettre en œuvre l'achat de 10 tablettes pour l'école, pour le service RASED, les maîtres FLE, enfin comme on avait mis au budget. Donc je voulais vous en partager l'information. Donc c'est l'aboutissement d'une de nos décisions. Très bien. Je recherchais la date de notre prochain conseil municipal et pendant que Dominique regarde pour... Oui, Daniel ? Oui, c'est une question sur les travaux dans le faubourg de la Madeleine. Oui. Il y a un permis d'attribuer ou pas? Parce qu'on m'a posé la question. Comme... Il y a des autorisations qui sont en cours d'élaboration. Je regarde Philippe Mosca. On a des dossiers qui sont en cours sur ce sujet-là. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Il y avait une épidémie mardi. Il n'y avait pas de représentants de vos groupes à la commission d'urbanisme. Aucun. Alors je ne sais pas. Il y avait peut-être une épidémie. Voilà. Mais on a évoqué justement cette question-là en commission. Tout à fait. Les travaux sont commencés là? Oui, les travaux sont commencés. Oui. Mais le droit des tiers peut s'appliquer. Notre prochain conseil municipal, il est donc le 18 mai. Et avant de clore notre séance de travail, je voulais vous dire que nous avons un recours sur le permis de construire du Trois-Vallées Café. Voilà. Alors, j'imagine que pour certains, c'est pas une surprise puisque la démarche qui est introduite par un commerçant du secteur, qui avait laissé savoir d'ailleurs tout le bien qu'il pensait du projet, a été accompagnée et nourrie par notre collègue Bernard Gzel. C'est dommage qu'il ne soit pas là ce soir. J'aurais dit que c'était finalement l'occasion pour la 3e fois de nous envoyer au TA depuis le début du mandat, ce qui fait une procédure par an, ce qui est quand même un bon score. Et je voulais l'en remercier, mais j'aurai bien l'occasion de lui dire prochainement. Voilà, pour terminer simplement, donc on fera évidemment valoir les arguments qui sont les nôtres dans ce dossier et l'intérêt pour notre ville de ce projet et les arguments fallacieux sur lesquels on essaie de nous emmener, mais tout ça est le rôle de la justice et nous savons pouvoir avoir confiance en elle dans ce pays. Pour terminer, on a quelques rendez-vous en fin de semaine. Je vous rappelle qu'il y a des élections dimanche, pour ceux à qui ça aurait échappé, et qu'au-delà du fait de venir faire notre devoir civique, il faudra aussi que nous venions tenir les bureaux de vote. Donc vous avez dû être destinataire des tableaux, des permanences pour les bureaux les 23 avril et 7 mai prochains. Il y a eu quelques adaptations, je le dis à Daniel notamment, où il y a eu quelques adaptations autour de Bernard Gzel. Donc on a adapté en fonction de ce qu'il nous demandait. Voilà. Non, mais je te le dis, si jamais il pose la question, les choses sont abouties, voilà. Et je crois que pour le reste, ça n'a pas appelé de remarques particulières. Si tel devait être le cas, s'il devait y avoir des remarques, faites-le savoir en amont, que l'on puisse, au besoin, adapter. Voilà. En tous les cas, merci par avance à ceux qui seront mobilisés les dimanches 23 avril et 7 mai pour permettre à ces élections de se tenir dans de bonnes conditions. Je vous remercie et rendez-vous, au-delà de nos rendez-vous intermédiaires, rendez-vous le 18 mai. Bonne soirée.